d'Harvard. Vous ne partez pas, Bruno Patinaud, PDG d'Arte, pardon, d'Arte. Pas encore. Non, jamais. On a encore besoin de vous un petit peu. Alors, dans ce monde de surinformation et parfois de surdésinformation, on l'a vu, qui peut encore assurer un rôle de régulation ? Le concept même de régulation par un organisme indépendant né dans les années 80, si l'on parle de la France, a-t-il encore un sens ? Bruno Patinaud, pour cette table ronde sur la désinformation et les politiques de régulation, on va accueillir en duplex des États-Unis Ethan Zuckerman, ancien directeur du Center of Civic Media du MIT, auteur de Digital Cosmopolitans in the Age of Connection. Et sur le plateau du 104 de la Maison de la Radio, nous accueillons la conseillère du CSA, Michèle Léridon, qui dirige au Conseil supérieur de l'audiovisuel le comité d'experts sur la désinformation. Bonjour Michèle Léridon, je vous en prie, prenez place à côté de Bruno Patinaud. Bienvenue également à Benoît Loutrel, rapporteur de la mission régulation sur les réseaux sociaux. Benoît Loutrel qui va nous rejoindre, et Dominique Cardon, professeur de sociologie à Sciences Po, vont nous rejoindre tous les deux également. Michèle Léridon, Benoît Loutrel, Dominique Cardon et cher Bruno, vous avez 40 minutes. C'est très ambitieux pour faire un tour le plus exhaustif possible de cette question. Voilà, c'est très ambitieux, donc je vais être très très rapide dans le passage des paroles. Thank you for being here, dear Ethan. On a vraiment un panel exceptionnel. Vous l'avez très bien dit, le thème c'est désinformation et régulation, mais on aurait pu aussi dire que faire par rapport à tout ça. Et avec une impression qui est que quelque chose est en train de se passer. C'est parti, un espèce de mécanisme, ou en tout cas de choses à lieu entre les actions des plateformes, parfois désordonnées, les États qui essayent eux-mêmes d'agir, les citoyens qui se mobilisent. Il se passe quelque chose, et donc je suggérerais, pour essayer d'aller le plus rapidement au fait, d'avoir une sorte de progression dans la conversation avant de vous laisser interagir les uns avec les autres. Ethan Zuckerman, s'il le veut bien, nous parlera un peu du contexte américain et de ce paradoxe qui a eu lieu d'avoir une élection américaine où les plateformes sont intervenues sur leur propre contenu en même temps qu'avaient lieu les hearings sur la section 230 qui sont un peu à l'origine du statut des plateformes aujourd'hui. Ensuite, s'il le veut bien, Dominique Cardon remettra tout ça dans une perspective historique sur, on va dire, la tension qui peut exister entre la régulation publique et les règles internes aux plateformes. Benoît Loutrel, ensuite, nous parlera, s'il le veut aussi, du double paradoxe en fait, qui existe entre ce besoin de transparence et cette perception d'opacité d'une part, et le côté global et local d'une régulation possible. Et Michel Léridon, il lui reviendra la lourde tâche de nous expliquer en France comment ça marche, qu'est-ce qui est en train de se passer et qu'est-ce qui est en train de se passer en France et en Europe et en lien avec l'Europe. Donc Ethan, thank you for being here. You will be speaking in English. We will be speaking in French. I'm so sorry that I am not there with you in person. I'm very jealous of these wonderful and smart people sitting together on stage. Such a thing is impossible in the United States right now. I want to talk a little bit about the US election, but Je through a souhaiterais very évoquer specific effectivement avec vous les frame. élections I américaines, mais really par un see what prisme tout à happened fait in the US particulier. recently as a story about Ce qui s'est passé aux unreality. États-Unis, c'est In the universe l'histoire that de la I live in, non-réalité. Joseph Biden won a close Là où je election. vis, But for 70 million Joseph of my Biden neighbors, a remporté they're l'élection living in a de peu, universe where the election mais is still de in nombreux dispute, citoyens where américains vivent COVID encore is aujourd'hui not real, dans des zones where Trump où will les still élections ne likely sont pas regain acquises the et où presidency. très And potentiellement understanding Trump what it's like to sera be élu torn between ou those two a gagné universes dans certains is États. really the story of understanding what's going on in the United States right now. Il faut essayer de comprendre debate over ce qui se passe Section 230 aujourd'hui of the Communications aux Decency États-Unis. Act Vous avez parlé de la also Decency a Act, story about l'article unreality, 230, qui in a là sense. aussi est In une the question US, de the non-réalité. right firmly Aux believe États-Unis, that the platforms are biased against them, that they are certains being pensent que censored by them, les that they plateformes cannot sont get a fair break censurées, from these qu'elles ne companies, peuvent pas which they see as being fournir un point de controlled vue by forces on the left. fiable, qu'elles sont On the contrôlées. left, politically in the US, Du we côté tend to believe that the platforms are doing a very
poor job of controlling speech, de la politique and that they're actually filled des with partis de gauche, right-wing disinformation. on pense qu'il y a énormément de is that mauvaises platforms informations have en actually provenance de tried la very droite. hard Les plateformes, to pendant tout remain ce temps-là, politically neutral. ont fait un énorme travail Until pour chercher quite à recently, rester they neutres. mostly removed users for threats of violence, and they had resisted removing obvious and dangerous mistruths. That's changed a little bit during COVID. The video called Plandemic, which made many false accusations about the disease and discouraged people from wearing masks, that was a moment that actually convinced some of the platforms that they needed to actively resist disinformation. And in some ways, that opened the door. They've now started labeling things that President Trump is saying as mistruths. However, we've got to understand that even though the platforms have tried to be politically neutral, they've never been technically neutral. They've always had biases on a technical level. And what I mean by that is these platforms tend to favor highly engaging content, very angry, very emotional stories, and those spread better than calm and rational discourse. Right now, that favors the right in the United States, which is better at dealing with emotion than the US is. So we need to understand there's a difference between technical neutrality. Il y a donc une différence entre la neutralité technique et la neutralité politique. Facebook n'est pas neutre, mais en même temps, Facebook ne cherche pas à favoriser la droite ou la gauche de manière intentionnelle. De la même manière, Facebook So we must keep that in mind when we think about regulating the platforms. And frankly, a conversation about regulation is much more appropriate in a French context than it is in the US context. I do not expect a strong push for regulation under a Biden administration. There's too much to fix in the United States. But instead, we're very much hoping to see Europeans try to take on regulation. And I will close with one recommendation, which is that we cannot just solve the problems of these existing platforms. We also have to work towards imagining social media platforms that work differently and better than the tools we have. My new work at the University of Massachusetts at Amherst is around this idea that we should have social media platforms that serve as public goods. They should actually be supported by taxpayer dollars. Et de rendre service, de proposer un service quasiment public. Elles ont donc un rôle social. Et cela va à l'encontre des plateformes commerciales. Donc, lorsque l'on parle de régulation, il faut ne pas avoir peur d'aller un peu plus loin et essayer de rêver pour voir comment ces plateformes peuvent fonctionner de manière constructive et positive pour la société. Merci Yoshai. Donc, plaidoyer pour un service public social, comme on pourrait dire ça, en tout cas de réseau social, mais aussi distinction entre neutralité politique et neutralité technologique. Dominique, comment vous replacez ça dans le contexte historique ? Bien, alors, bon, ça fait plaisir d'entendre les espoirs d'innovation d'Ethan dans un contexte qui est assez difficile. Je voudrais, parce qu'on va discuter plus techniquement de la régulation, essayer de donner un point de vue un peu global et historique d'un débat dans lequel, moi, il me semble que si on regarde l'histoire du numérique et de la régulation de la liberté d'expression, on a 3 instances de production de normes. On a les normes, on pourrait dire, publiques, du droit public national. On a une autre instance normative qui s'est imposée dans le débat, qui sont les chartes d'utilisation privée que les plateformes mettent en place au nom de leurs utilisateurs. Et puis le débat contemporain, il vient avec une 3e instance qui est l'opinion publique, qui produit des normes, des demandes à l'égard de la société et qui est en train de transformer le jeu. Alors reprenons en 3 temps. Le début de l'histoire du numérique, c'est en fait les deux
un compromis boiteux, sans doute, qui avait été trouvé entre l'idée qu'il y a un droit public national et puis les plateformes ont un droit privé de définir les propres règles et les propres limites d'utilisation de ces plateformes et du coup les limites des propos qui peuvent y être tenus. Et on a fait tenir ce compromis autour d'une distinction éditeur-hébergeur qui s'est mise en place. Les plateformes ont un droit privé de limiter les propos, mais en revanche, quand ces propos contreviennent aux normes du droit public national, elles doivent sur signalement effacer, limiter et enlever les propos qui ne correspondent pas au droit. Alors, deuxième temps, ça ne marche pas, ça ne tient pas. Voilà. Et donc, ce qu'on a découvert, et beaucoup depuis 2015, c'est qu'il y a au moins deux mouvements qui font que ça ne tient pas. C'est d'abord que les plateformes n'arrivent pas à faire respecter le droit public national sur un certain nombre de propos. Elles ont des algorithmes de détection, mais ils laissent passer beaucoup de choses. Ils ont des modérateurs, mais ça ne marche pas très bien. On l'a vu, par exemple, avec l'histoire du tueur de Churchland. On n'arrivait pas à effacer cette vidéo. Il y a des propos racistes, il y a des discours de haine qui restent alors qu'ils sont incorrects du point de vue du droit public. Et puis, il y a une deuxième dynamique qui s'est passée. C'est que les utilisateurs se sont mis à protester contre le droit privé des plateformes, contre les règles privées. Il y a eu des mobilisations pour dire que Facebook avait éliminé des expressions politiques des Rohingyas. Il y a eu une grande mobilisation sur Facebook pour dire que cette règle extrêmement privée de Facebook et extrêmement pudibonde sur la nudité ne correspondait pas pour les photos d'allaitement, par exemple. Donc, il y a une sorte de force sociale qui s'est mise en place. Et il me semble que ça fait venir un troisième temps, dans lequel, en réalité, on est en train de découvrir, enfin de dire que on ne peut pas laisser à cette définition privée des règles d'expression sur les plateformes simplement à des entreprises privées comme Facebook ou Twitter. On ne veut pas leur transférer cette souveraineté-là, en fait. Alors qu'il faut arriver à les ajuster, ces deux affaires. Sous pression très forte, on pourrait dire, d'une opinion publique qui ne cesse de faire apparaître des affaires. Et moi, il me semble que le moment où on cherche à faire recouvrir les règles privées des plateformes avec les législations des États a été poussé par le débat sur la désinformation, par le débat évoqué par Ethan du fait qu'il y a un travail éditorial des plateformes pour organiser de leur propre manière la diffusion des informations, et que du coup il y a un certain nombre d'attentes de la société qui s'expriment et qu'on voit apparaître dans tous ces débats que portent les journalistes, que portent les hommes politiques, et qui ne sont pas nécessairement des interdictions qui sont caractérisées légalement. Il n'y a pas d'interdiction caractérisée légalement sur la désinformation. Mais en revanche, il y a une attente sociale qui s'exprime pour qu'on soit attentif à la régulation de ces questions. Et donc, je voudrais, voilà, un petit peu pour conclure en alerte, dire, ce qui est assez paradoxal, c'est qu'aujourd'hui, les règles privées des plateformes sont en train de mettre en forme des attentes de la société, et finalement que Mark Zuckerberg décide d'effacer ou de limiter la visibilité de tweets de Donald Trump a l'air de correspondre à une partie des attentes de la société, mais il me semble quand même que c'est un acteur privé qui est en train de décider de la visibilité de propos d'acteurs publics sans qu'il y ait de caractérisation juridique explicite de ces affaires. Et deuxième composante, il me semble aussi que du coup le législateur, dans beaucoup de débats, et dans les débats français qu'on est en train de voir, est en train de caractériser toute une série de choses qui ne définissent pas les limites juridiques de la liberté d'expression, mais qui sont plus relatives à la forme du débat public, à des propos qu'on juge indésirables. Et on le voit dans les débats sur le discours de haine, dans certains amendements qui ont été proposés au moment de la loi Avia, et autour de l'idée qu'on est en train de trouver des caractérisations juridiques de plus en plus fortes pour venir poser une régulation sur les plateformes me semble être un des enjeux aujourd'hui et des débats contemporains, parce que peut-être qu'on en fait trop sur cette question. Voilà, je voulais finir avec ça pour le débat. Alors, merci Dominique, Benoît Loutrel. On en fait trop. Est-ce que c'est légitime et surtout, est-ce que c'est efficace ? Je crois que c'est la question qu'on a effectivement, c'est on a un échec de l'autorégulation qu'il faut constater. C'est-à-dire que les plateformes seules, ça ne fonctionne pas, ça n'est pas acceptable, ça n'est pas accepté par le corps social, et un besoin du coup de savoir comment est-ce qu'on passe à autre chose. Et donc on est dans un processus de tâtonnement où dans tous les pays d'Europe, on le voit, les législateurs commencent à saisir du sujet, tâtonnent, parce qu'on n'a pas de solution évidente. Et alors, ce qu'on a découvert en France, avec une expérience qu'on a menée en 2019, alors c'est assez rare, on a mené une expérience de politique publique, où suite à un accord entre Emmanuel Macron et Mark Zuckerberg,
Facebook a accepté de servir de cobaye. Donc on a fait une expérience de régulation en créant un vrai faux régulateur, en prenant 10 experts il y a tous les ministères concernés, en prenant Facebook qui jouait son propre rôle. Et pendant quelques semaines, on a joué au régulateur. On s'est concentré sur la haine en ligne et on a essayé d'évaluer, de dire mais est-ce qu'en tant que régulateur, on est satisfait? Et de manière très intéressante, on a découvert qu'ils faisaient des choses très intéressantes, qu'ils essayaient effectivement légitimement de lutter contre la haine en ligne. Mais de manière plus importante, on a en fait découvert qu'on était prisonnier de ce qu'ils nous disaient et qu'on était bloqué dans un storytelling, une belle histoire qu'ils nous racontaient, et qu'on était totalement désarmé pour savoir si ça avait un lien avec la réalité ou pas. Et en fait, on a trouvé une espèce de fil à couper le beurre, qui est de dire, mais on a découvert que les réseaux sociaux étaient totalement opaques. Opaques parce qu'ils existent dans le fait qu'ils traitent l'information at scale. C'est le mot qui revient toujours quand on discute avec eux. Ils traitent l'information en masse. Et ils individualisent cette information dans la manière dont ils vous la présentent. Et donc, moi, j'observe mon Facebook, vous observez votre Facebook, mais on n'observe pas le vrai comportement de Facebook, parce que le comportement de Facebook, c'est comment est-ce qu'il traite des centaines de milliers, de millions d'informations. Et donc, tant qu'on n'est pas capable de résoudre ce problème de l'opacité, eh bien, on peut pas avancer, parce qu'on ne sait jamais si on a un partenaire crédible. On ne sait jamais juger, et on sent cette défiance généralisée, tant du côté des pouvoirs publics que du corps social, de la société civile, où on ne sait jamais si ces gens, en fait, sont juste des passagers clandestins qui gagnent de l'argent sans payer beaucoup d'impôts, ou est-ce que vraiment ils s'engagent dans notre société pour nous aider à gérer les problèmes de nos sociétés, qui sont l'incitation à la haine, la propagation de rumeurs. Et donc, c'est ce problème, c'est sans doute cet ingrédient, le fait de créer un standard de transparence opposable, qui va être un élément essentiel de toute intervention en régulation, et qui vont permettre d'éviter des choses qu'on commence à voir aux États-Unis, où effectivement, ça a été très bien résumé par Ethan. On voit que les réseaux sociaux ont commencé à bouger, mais on n'est pas certain que ce qui soit pas pire que l'inaction, parce que personne ne sait juger si c'est vraiment mis en œuvre de manière honnête ou pas. Ils disent être neutres, mais est-ce qu'ils le sont vraiment? Personne ne peut observer aujourd'hui leur comportement. À vous entendre, on a plutôt l'impression que vous doutez que ça puisse avoir servi à quelque chose. Et je crois que quand on voit que le corps électoral était bien coupé en deux, il y a un petit souci, quoi. Alors qu'il y a des choses qui, en tout cas vues d'Europe, apparaissent comme étant des contre-vérités, et ça n'est pas évident à tout le monde. Et puis, légitimement, honnêtement, je pense qu'on ne sait pas. On ne sait pas comment... Aujourd'hui, vous avez des réseaux sociaux qui, non seulement édictent la règle, les fameuses règles de communauté, l'interprètent eux-mêmes, gèrent eux-mêmes l'appel, et rendent compte eux-mêmes, suivant un standard qu'ils n'ont pas spécifié, de comment est-ce qu'ils l'ont mis en œuvre. Est-ce que vous accepteriez une déclaration unilatérale d'un producteur disant ce produit est bio, mais je ne vous dis pas quelle est ma définition du mot bio, je ne vous dis pas qui a fait l'audit de mon produit pour vérifier que je respectais le cahier des charges? Non. La vérité, c'est que même ce qu'ils ont appelé autorégulation était assez déficient et très peu spécifié. Ils vous parlent de rapport de transparence. Est-ce que vous savez quel est le cahier des charges qu'ils suivent pour faire le rapport de transparence? Il n'y en a pas. Et donc, qu'est-ce que vous imaginez comme standard international de transparence un peu accepté? Alors, ce qui est intéressant, en fait, c'est qu'on a déjà une énorme expérience sur le sujet, parce que le problème qu'on a, c'est le caractère immatériel de ce monde numérique. Mais en fait, on a un autre monde qui est tout aussi matériel, c'est le monde de la finance. Et dans le monde de la finance, ça fait déjà plus d'un siècle qu'on a inventé le fait de dire mais toute entreprise, tout établissement financier doit produire des comptes qui respectent un standard, soumis à un audit par un tiers. Et donc, il s'agit de déployer ces instruments, de les réinventer pour caractériser des algorithmes, pour répondre à la question qui a été posée par Ethan en disant mais quelle était l'intention de ces réseaux sociaux dans leurs algorithmes. Là, il a été dit qu'ils étaient politiquement neutres. Il ne faut pas oublier qu'ils ont le droit de ne pas l'être. Et donc, on aimerait bien qu'ils aient l'obligation de déclarer est-ce qu'ils sont neutres ou est-ce qu'ils ne le sont pas. Donc, il y a tout un côté déclaratif. Et puis, il y a l'autre aspect qu'Ethan a mentionné, qui est de dire quand bien même ils seraient neutres, leurs algorithmes peuvent avoir des biais non intentionnels. Donc là, il y a un deuxième volet de transparence à mettre en œuvre, où il faut permettre au monde académique d'aller ausculter leurs algorithmes pour caractériser les effets réels et pas simplement les intentions qui auront été déclarées par les réseaux sociaux. Donc il y a tout un monde qui s'ouvre à nous pour construire ces instruments de régulation. Alors un monde s'ouvre à nous, je me tourne bien naturellement vers Michel, donc ce monde qui s'ouvre à nous, en France, Michel Léridon, on en est où ?
Oui, alors effectivement, c'est un vaste chantier. Je souscris à ce que vous avez dit. Ce que je peux dire, c'est effectivement ce qui existe en France, à savoir que le CSA, effectivement, voit son champ de compétences s'ouvrir aux plateformes de plus en plus. Et en premier lieu, sur la désinformation, avec une loi qui a été votée en décembre 2018, qui s'inscrit dans la loi historique sur le média audiovisuel, qui s'appelle loi sur la liberté de communication. C'est pour ça que je la mentionne, pas pour faire du juridisme, mais pour prononcer le mot liberté, parce que quand on parle de régulation, c'est quand même le concept à mettre aussi tout en haut de la pile, je vais dire. Et donc, que dit cette loi? Elle instaure un devoir de coopération des plateformes avec le régulateur qui est le CSA. Alors, coopération, coopération, ça veut dire une obligation de moyens. Le CSA n'est pas, fort heureusement, je dirais, en charge de décréter ce qui est faux ou vrai sur les plateformes, ce qu'il est censé contrôler, c'est ce qu'on essaye de faire, modestement, parce qu'effectivement, on voit bien que les enjeux sont quand même assez lourds et compliqués et complexes. Donc, c'est de voir si ces plateformes mettent en place des moyens efficaces pour lutter contre la désinformation. Avec, on va dire, 5 grands chapitres. C'est d'une part la transparence des algorithmes, on va sans doute en revenir. Benoît Loutrel parlait d'opacité, donc effectivement ce qu'on demande c'est de la transparence sur les algorithmes. Deuxièmement, comment sont mis en avant les contenus fiables, les contenus contrôlés, vérifiés, recoupés et produits par des médias et des groupes et des agences de presse, parce que lutter contre la désinformation, c'est aussi promouvoir l'information de qualité, je vais dire. Troisièmement, lutter contre les comptes qui propagent massivement de la désinformation. Ensuite, transparence, là aussi, sur les contenus sponsorisés, sur la publicité qui peut être adossée à des contenus malveillants. Et enfin, 5e chapitre sur l'éducation aux médias. Donc, effectivement, on a adressé tout un questionnaire aux plateformes. Oui, Michel, si vous me permettez. Comment vous avez fait? Vous leur avez envoyé un questionnaire, vous les avez convoqués, vous les avez écoutés. Ça s'est passé comment? Alors, d'une part, on a commencé, après la promulgation de cette loi, par les auditionner toutes. Et où, effectivement, on pouvait remarquer qu'il y avait un discours qui était effectivement assez bien rodé, mais où on n'avait pas forcément les réponses à toutes nos questions. Ensuite, pour que le CSA monte en compétence sur ces sujets, puisque c'est, comme je l'ai dit, c'est assez nouveau, eh bien, d'une part, il y a eu une réorganisation au sein du CSA avec une équipe plateforme plus dédiée, et puis un comité d'experts pluridisciplinaire avec des ingénieurs, des informaticiens, des journalistes, des gens du monde de la publicité, pour nous aider effectivement à challenger, en bon français, disons, à questionner de la façon la plus adéquate possible ces plateformes. Et donc, on a élaboré avec ce comité d'experts un questionnaire que nous avons adressé aux plateformes. Il y a eu plusieurs échanges, on leur a redemandé des explications, des éclaircissements, et on a produit, puisque c'est ce que nous demande la loi, un rapport qui a été publié cet été. Donc, le bilan, qu'est-ce qu'on en a tiré de ce premier bilan? C'était la première fois qu'on faisait cet exercice, donc il fallait voir comment cette coopération se mettait en place. Premièrement, tout de même, on a noté que les plateformes ont joué le jeu, elles ont en partie, disons, joué le jeu, c'est-à-dire qu'elles ont quand même répondu à beaucoup de questions, elles ont essayé de donner quelques informations. Je pense, ça peut paraître naïf de ma part, mais je pense que quand même, et Dominique Cardon l'a dit, c'est vrai qu'il y a quand même un changement de posture de leur part. Elles se rendent compte, il y a une pression sociale, il y a une question d'image, il y a eu les scandales de Christchurch, il y a eu Cambridge Analytica, donc je pense que quand même, elles jouent un peu le jeu, puis c'est aussi un peu leur intérêt pour pas que derrière, éventuellement, il y ait des mesures plus coercitives. Donc, elles ont joué le jeu. Cela dit, je m'empresse de dire que, bien entendu, on a trouvé qu'effectivement, il nous manquait encore beaucoup d'informations, c'est vrai, en particulier sur la transparence des algorithmes, sur les modérateurs, c'est-à-dire qu'on a souvent des chiffres très globaux, mais pas pays par pays, langue par langue. Nous, ce qu'on voudrait savoir, c'est effectivement combien de contenus ont été signalés comme des informations, combien ont été fact-checkés, combien ont été non, soit supprimés, mais le plus souvent, c'est plutôt dégradé dans la visibilité, etc., etc. Et sur les algorithmes aussi, on veut plus d'explications. On va creuser ce sujet. Ce qu'on demande, c'est pas une liste de codes dont on serait pas
pas trop quoi faire d'ailleurs, pour tout dire, et je ne suis pas sûre qu'ils soient en mesure de nous les produire, mais c'est comprendre les objectifs, effectivement, les critères de sélection, et effectivement avoir accès à un certain nombre de données pour pouvoir avancer. D'accord. Est-ce que Ethan, je ne sais pas si Ethan est encore en ligne, veut réagir? Je voulais justement rebondir sur tout ce que vous avez dit. Absolutely, yes. I'd very much like to react. In please do. I want to follow up on a point that I believe that Benoit was making, which is this importance of auditing. I have been running a study this past summer. Depuis l'été dernier, on réalise une étude sur la façon dont on peut étudier ça et essayer de voir. Est-ce qu'il faut accepter de la publicité qui est discriminatoire du point de vue racial? The first is that we need a set of standards that we ask platforms to follow. What does it mean to show an ad? What does it mean to share a piece of content? We need to be able to review those things across different platforms. Once we have that set of standards, then une fois qu'on a créé ces normes-là, alors moi, ce que je trouve assez inspirant, il y en a certains qui ont la responsabilité fiduciaire par rapport aux entreprises dans lesquelles ils effectuent des audits. Ils leur ouvrent leurs comptes, ces cabinets d'audit ensuite sont là et peuvent certifier les comptes en disant telle ou telle entreprise fonctionne en vertu des principes généralement acceptés. Donc on a besoin de ce type de principe. Et l'un des principes sur ce que ça veut dire d'avoir une plateforme qui fonctionne de façon juste, il faudrait qu'on crée cette catégorie d'auditeurs d'une certaine façon. Où on pourrait avoir donc un débat beaucoup plus responsable sur le sens de ces plateformes et sur la façon dont on les traiter à l'avenir. Donc, des idées très intéressantes là. Mais celle-là, je voulais surtout rebondir sur celle-là. Alors peut-être que je révèle ici le fait que je suis un peu américano-américain. Il faudrait qu'on ait une sorte de classe d'auditeurs, une sorte de nouvelle catégorie d'auditeurs qui pourraient réaliser des audits. Dominique, rebondir parce qu'on voit que effectivement vous tous en fait, vous êtes en train de, si j'ai bien compris, de dire cleaning the mess c'est pas mal, mais empêcher qu'il ait lieu c'est peut-être encore mieux. Il faut, pour reprendre ce que tu disais Dominique, peut-être un tiers qui ne soit pas dans j'allais dire dans cette confrontation entre utilisateurs et plateformes. Le questionnaire que Michel Léridon mentionnait va un peu dans ce sens-là aussi. Benoît, évidemment, c'était un des cœurs de ce que vous disiez. Dominique. Mais vraiment dans le même esprit de ce que vient de dire Ethan sur la question de l'audit des plateformes. La première chose qu'il faut quand même dire, et on l'a dit, c'est qu'il y a eu beaucoup de progrès ces dernières années. C'est un apprentissage collectif, c'est des sujets complexes, ça ne se fait pas très simplement, mais il y a quand même une direction et une dynamique qui est prise. Alors moi, je prends la question des fameux audits de la désinformation et des fake news. Les plateformes ont installé un système aujourd'hui dans la plupart des pays dans lequel, après le signalement des utilisateurs d'une information fausse, les plateformes confient à des journalistes professionnels avec lesquels ils ont contracté, de grandes rédactions dans chaque pays, le soin de produire un fact-check de l'information quand les informations sont fausses. Et les plateformes, semble-t-il, de mieux en mieux, les signalent, c'est-à-dire qu'ils vont ajouter un bandeau pour signaler que l'information est fausse. Et elles prétendent, et c'est là qu'on est dans le problème pile qui nous concerne, et elles prétendent aussi qu'elles rétrogradent la visibilité de ces informations et que quand une page Facebook met 3 ou 4 informations... Qu'elle décélère la désinformation. Elle décélère considérablement la désinformation.
on ne peut pas le vérifier. Voilà. Donc on a fait ce progrès de mettre en place... Quand tu dis, juste pour nos téléspectateurs et auditeurs, on ne peut pas, c'est y compris les chercheurs ne peuvent pas le vérifier. Alors on commence, on voit bien que ça bouge, hein, parce qu'il y a une pression énorme de leur dire, donnez-nous les données pour qu'on vérifie que ce que vous dites faire, et qu'ils font parce qu'ils affichent le bandeau, mais a bien des conséquences sur la viralité de la désinformation et qu'on puisse le faire. Et donc, la mise en place d'un processus qui passe par la discussion instaurée, et discussion forte, instaurée par le CSA, les rendez-vous, les questionnaires, etc., doit s'accompagner d'une possibilité d'audit, voilà, de vérification, que les plateformes le font bien. Après, moi, je pense que il faut rendre public ces résultats et en discuter, parce qu'effectivement, la question de savoir si on a trop rétrogradé tel site, si on a effacé une page Facebook indûment, doit être suffisamment visible pour aussi faire l'objet d'un débat public, parce que là-dessus, on a des normes dans nos sociétés qui sont assez différentes sur cette question. Et simplement, pour pouvoir le faire, il faut qu'on instaure un espace de débat dans lequel beaucoup plus de transparence ait lieu, et pour ça, l'audit est vraiment nécessaire. Et pour compléter ce propos, on voit qu'aux États-Unis, enfin même en Europe aussi, il y a une tentative qui a été faite par Facebook avec tout le monde académique de créer cet accès aux données. C'est une expérience qui s'appelle Social Science One, qui est passionnante et qui à la fois a échoué. Et alors, de mon point de vue, elle a échoué pour... Peut-être datez-la, rappelez en deux mots si vous voulez bien. En gros, à l'initiative de mémoire de Harvard et de l'université californienne, le monde académique s'est organisé pour essayer de dire, mais voilà, quelles sont les données dont on aurait besoin d'accéder pour pouvoir mener nos recherches et être capable de caractériser quel est l'effet des réseaux sociaux sur les dynamiques de nos sociétés. Et Facebook s'était engagé à dire, je donnerai l'accès à ces données. Et Facebook, en fait, n'a pas réussi à livrer. Il a échoué, d'abord par manque de volonté politique, et aussi parce qu'il n'a pas su comment articuler cette volonté avec le respect des règles de protection de la vie privée, et donc le règlement général de la protection des données. Et donc on voit que, en fait, il manquait un ingrédient dans cette expérience, il manquait un troisième larron qui est la puissance publique, qui devait être là pour assurer juste la gouvernance, pas forcément pour accéder aux données, mais aussi pour protéger la crédibilité des chercheurs, parce que tout le monde a senti à un moment que, même s'ils avaient réussi, en fait, les chercheurs étaient dans une position très dangereuse où ils n'arrivaient à faire que ce que Facebook les autorisait à faire. Et ça, c'est une posture qui est très dangereuse, je pense, pour les chercheurs. Et il faut que, passé un certain point, ça ne repose pas que sur la volonté, l'accord volontaire de Facebook. Ça doit être une obligation légale qu'on puisse construire cet accès aux données pour les chercheurs dans le respect du RGPD. Et donc ça, je pense que c'est une fonction essentielle qu'il faut confier à un régulateur, d'organiser cette intermédiation entre le monde de la recherche et les grandes plateformes, pour que ces recherches puissent avoir lieu, comme on a toujours eu des recherches sur les médias traditionnels, qui sont possibles parce qu'il y a cet accès à la donnée. C'est aussi l'une des conséquences du dépôt légal. Donc c'est le nouveau dépôt légal pour des médias algorithmiques. Ça devrait être cet accès organisé. Le dépôt des algorithmes, en fait. Je peux dire un mot parce que... Oui, puis Michel ensuite. Je m'excuse, Michel, mais comme au Media Lab, on fait partie de ceux qui ont accès à ces données, je peux témoigner. Donc tu as raison, c'est très compliqué à mettre en place. Facebook a mis une vraie énergie pour ça, dans une interface qui est assez propre avec les chercheurs. Simplement, ils se sont mis des conditions, à juste titre, de privacy si fortes qu'en réalité, ils nous livrent des données qui sont bruitées pour qu'on évite l'identification. Et alors évidemment, ces données sont bruitées avec des mécanismes extrêmement sophistiqués. C'est de la très bonne science, hein, differential privacy. Mais du coup, c'est vrai que la qualité de l'audit sur les questions que j'évoquais tout à l'heure est assez difficile à faire, même relativement impossible à faire, en raison même des règles de privacy que Facebook s'est imposées en livrant les données aux chercheurs. Une partie de Facebook a fait un effort. Michel, une réaction ? Non, je voulais simplement signaler que effectivement l'ampleur des plateformes n'est pas la même. On cherche toujours effectivement aussi à réguler en fonction de la nature. Snapchat, c'est pas la même chose que Facebook, ou encore plus Wikipédia. Il y a des modèles différents. Et il me semble que Twitter, par exemple, a quand même ouvert une partie de ses données. Nous, on a eu accès via une API à certaines de leurs données, ce qui nous a permis d'ailleurs de faire quelques études, dont une sera publiée la semaine prochaine, justement sur la viralité respective des contenus certifiés et des contenus sur Twitter, donc la semaine prochaine. Sur Twitter, absolument. Et effectivement, dans nos recommandations, dans notre rapport, on réclame aussi effectivement que ces plateformes ouvrent leurs données aux chercheurs. Et ça, c'est vraiment essentiel parce que, vous voyez, aujourd'hui, on a quand même
comme toujours, beaucoup parlé en fait de modération, de savoir comment est-ce qu'on ralentit les contenus, comment est-ce qu'on retire les contenus. Mais le cœur du pouvoir des réseaux sociaux, ça n'est pas la modération. Il est dans l'accélération. Il est dans l'accélération. Et c'est là où il faut arriver à mettre de la transparence, dans l'accélération des contenus, dans le ciblage des contenus, dans la manière dont ils influencent les dynamiques sociales, en disant mais vous devriez avoir Dominique Cardon comme ami. Et ça, aujourd'hui, on n'a pas assez d'attention dessus. Et c'est là qu'il faut aller mettre de la transparence. La modération, c'est important, mais c'est sans doute moins important que leur accélération. Alors, il nous reste 2 minutes et j'aimerais ouvrir une question vertigineuse, comme il ne nous reste que 2 minutes. Ok, cet audit, cette transparence, c'est à mener à bien au niveau local, au niveau global, alors que les algorithmes sont globaux par nature, mais les efforts d'audit des pouvoirs publics, des chercheurs, etc., sont souvent nationaux. Comment on gère cette tension-là, Benoît ? Les deux, il faut le faire à tous les niveaux. Il faut le faire localement parce que nos débats sont locaux, notre écosystème informationnel français n'est pas le même que celui des Polonais, et il faut le faire à un niveau global parce que ces acteurs sont globaux. Et la solution, c'est l'Europe. Il n'y a pas besoin de l'inventer, elle existe déjà, et c'est de construire des réseaux de régulateurs qui sont à la fois présents dans chaque État membre, qui apportent une capacité institutionnelle dans chaque État membre, et qui à la fois fonctionnent en réseau pour avoir une capacité à faire face à la globalité des plateformes, et aussi pour apporter le fameux check and balance, pour éviter les dérives qui peuvent toujours exister, parce que le risque politique, ça existe aussi en Europe. C'est pour ça aussi qu'on a construit l'Union européenne, pour maîtriser ces risques. Et donc on a un boulevard devant nous, ça a été dit par Ethan, pour construire une politique européenne sur le sujet qui renforce nos souverainetés nationales. Alors on laissera Ethan conclure, puisqu'il est aux États-Unis, mais avant, Michel, vous travaillez déjà en réseau un peu, vous, non ? Oui, complètement. Effectivement, je rejoins complètement Benoît Loutrel sur cette question. C'est-à-dire que, comme vous le savez, au mois de décembre sera présenté le Digital Services Act, sur justement la régulation des plateformes. Oui, je crois que ça a été retardé à la semaine suivante, au 9, mais on n'est pas loin, effectivement. Et donc, et aussi bien le CSA que l'ERGA, qui est déjà l'Alliance des régulateurs européens, a été consulté sur la question. Et nous plaidons effectivement pour une coopération accrue et un pouvoir encore plus fort donné à cette alliance des régulateurs. Et surtout, on plaide sur le fait qu'il faudrait quand même faire évoluer la sacro-sainte, c'est l'orthodoxie européenne, règle du pays d'installation, c'est-à-dire effectivement que sinon on se limiterait en fait à avoir comme seul interlocuteur l'Irlande, où sont installées pratiquement toutes les branches européennes des grandes plateformes. Et donc on souhaite que le pays de destination, pour tenir compte justement des différences socioculturelles dans différents pays européens, soit en mesure de réguler également, mais en passant par une coopération accrue entre les régulateurs et si possible pas une instance suprême une couche supplémentaire qui viendrait s'ajouter. C'est en tout cas ce qu'on a exprimé. Je vais peut-être laisser Ethan conclure. Ethan, there is some hope in Europe. Is there some hope in the US? I'm so glad that we're talking about the power of the EU to regulate. Let me just offer one more suggestion. Réglementaire de l'Union européenne. Les universitaires sont en train d'essayer d'analyser des plateformes comme Facebook. À NYU, par exemple, il y a des chercheurs à qui on est en train de demander d'arrêter de recueillir des données utilisateurs sur Facebook. Et Facebook leur envoie des menaces légales pour essayer de les empêcher de faire leur travail. Et là, il y a une chose que l'Union européenne pourrait faire qui serait très importante, ce serait de créer une sorte de zone préservée dans lesquelles ces plateformes, on pourrait continuer à explorer, les journalistes et les chercheurs pourraient continuer à explorer ces plateformes. Et là, je pense que c'est là que l'Union européenne pourrait vraiment servir à contrebalancer la puissance de ces plateformes américaines. En tout cas, merci beaucoup de m'avoir donné l'opportunité de m'adresser à vous. C'est toujours un plaisir de travailler avec les collègues français. Merci à tous. Merci à Michel. Eh bien, merci d'avoir assisté à cette table ronde. Je dois dire qu'elle a nourri beaucoup de propositions qui me semblent presque... On peut presque les toucher du doigt, en fait, parce qu'elles ne semblent pas si loin de nous à vous écouter toutes et tous. Merci beaucoup. Au revoir. Merci. Bruno Patino, patron d'Arte et doyen de l'école de journalisme de Sciences Po. Un grand merci à vos débatteurs, la conseillère du CSA, Michel Léry,
Dominique Cardon de Sciences Po, Benoît Loutrel, rapporteur de la mission régulation des réseaux sociaux au secrétariat d'État au numérique, et Ethan Zuckerman, ancien directeur du Center of Civic Media du MIT. Alors on est parti d'une ambition très efficace de faire un débat... Enfin, un tour sérieux de la question en 40 minutes. On est parti d'un constat d'échec, finalement, d'une autorégulation inefficace. On est passé par une ambition de la création d'un standard de transparence opposable, même si l'acronyme ne serait pas très joli, mais en tout cas, ce serait le préalable à la mise en place d'un plan d'audit, de régulation avec des standards communs. Et surtout, c'est une piste que vous avez posée, le retour de la puissance publique dans cette régulation. Merci beaucoup à tous les quatre. C'est sans doute le tweet qui a marqué ce début de semaine. I won the election. Un tweet en